Nous sommes ravis de vous accueillir ici au studio Bastille pour ce Toi 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 consacré à Tosca de Puccini, qui sera donné bientôt à l'Opéra Bastille du 23 novembre au 27 décembre pour une première série et du 12 mars au 18 avril pour une deuxième série. Donc ce soir, vous voyez, nous avons le plaisir, l'honneur d'accueillir deux invités prestigieux, Maestro Oksana Liniv et Roberto Alagna. Alors, je présente juste en quelques mots nos invités. Oksana Liniv, vous êtes chef d'orchestre, vous êtes née en Ukraine. En 2021, vous avez été la première femme à avoir dirigé un opéra de Wagner au Festival de Bayreuth. Et depuis 2022, vous êtes directrice musicale du Teatro Comunale di Bologna. C'est votre troisième fois à l'Opéra de Paris, où vous avez dirigé un concert Tchaïkovski en 2021 et la flûte enchantée en 2024. Roberto Alagna, dois-je vraiment vous présenter? Vous êtes notre ténor national, vous avez une voix solaire, vous avez un sens des nuances parfait, vous avez une diction absolument remarquable qui inspire les jeunes générations. Et vous avez chanté ici de nombreuses fois depuis 1995 dans des rôles très divers tels que Rodolfo, le Chevalier des Grieux, Don José, Manrico du Trouvert, Alfredo, Don Carlos. Et vous allez incarner cette fois-ci Mario Cavaradossi dans Tosca, donc dans cette production de Pierre Audi. Alors bien sûr, quelques mots sur Pierre Audi avant de laisser la parole à nos invités. Pierre Audi, le metteur en scène de cette production qui nous a quittés brutalement en 2025, qui était aussi le directeur du Festival d'Aix-en-Provence et qui avait signé à l'Opéra de Paris deux autres productions, La Juive de Halévy en 2007 et Fin de partie de Courtag en 2022. Toutes les représentations de Tosca lui seront dédiées à sa mémoire. Alors, ce que je vous propose, c'est pour entrer dans Tosca, dans cette œuvre, de commencer par l'histoire, par les personnages. Et peut-être que vous connaissez cette définition de l'opéra par Georges Bernard Shaw, écrivain, critique musical, je vois que vous la connaissez, qui disait « L'opéra, c'est une histoire où le baryton fait tout pour empêcher le ténor de coucher avec la soprano. » Alors, Roberto Alagna, vous incarnez Mario, vous êtes le ténor. Je crois qu'on est en plein dedans, là, hein, dans cette définition. Votre personnage, en tout cas. Vous avez un micro, je crois. Oui. Normalement. Oui, mais comme c'est filmé, comme c'est filmé, on a besoin du micro. Merci. Normalement, chacun en a un. Oui. Ah, ça fonctionne? J'en perds mes fiches. And now, the end is near. Oh, ça, c'était pas prévu. Ouais. Hein. Je sais pas si ça fonctionne. Ça fonctionne? Je vois pas la différence, moi, j'entends pas. Bon, y a pas de retour. Oui, moi non plus, j'entends pas très bien. Bah oui. Ouais. Donc, votre personnage de Mario Cavaradossi, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Tout le monde le connaît. Je vais pas expliquer la Tosca quand même. Tout le monde connaît. Sardou en plus. Victorien Sardou. Alors, bah, c'est un beau personnage, Mario, parce que c'est de la lumière. Scarpia, c'est la noirceur, le vilain. Et lui, c'est le héros, flamboyant comme ça, lumineux, noble, avec que de bons sentiments. Il sait qu'il va être exécuté, mais pour faire plaisir et pour donner encore un peu de joie à la femme qu'il aime, il joue le jeu. Il fait croire qu'effectivement, il va être sauvé, ils vont être sauvés et se retrouver. Mais il sait très bien que Scarpia ne fait pas de cadeau. Voilà, c'est un peu ça. Vous pensez que dès le départ, il sait qu'il va être exécuté? Oui. Il connaît Scarpia, il sait très bien que... D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai changé un petit truc dans la mise en scène, parce que dans le deuxième acte, Pierre Audi voulait que Mario soit provocateur, il le défiait un peu, Scarpia. Je crois que c'est pas juste, parce qu'au contraire, il sait très bien qu'il va être torturé, et il préfère, lui,
être torturé en pensant qu'il va peut-être sauver du tourment cette femme, donc la femme qu'il aime, avec Scarpia. Et puisqu'il sait qu'il est coupable, il sait que Angelotti est caché chez lui dans le puits, et il sait que Tosca sait aussi. Et donc, il se dit, voilà, je vais aller à la torture, mais en essayant d'éviter qu'elle dénonce Angelotti. Mais en fait, il ne s'attendait pas que, même s'il était torturé, à ce que Scarpia va jouer avec elle, lui veut absolument la posséder. Puisque c'est le baryton. Voilà, c'est le baryton. Mais elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas puisqu'elle est dans un monde d'artistes, un peu dans un cocon, et elle ne se rend pas compte quand il lui dit, tu vas voir, on va lui tirer les verres du nez. Elle dit, oh, c'est inutile de le torturer. Parce qu'elle ne comprend pas qu'il est si dangereux que ça. Ensuite, elle va s'en rendre compte et à la fin, il va le payer. On peut se permettre un spoiler, je crois. Oui, oui. Tout le monde connaît la fin. Alors, Maestro Linive, est-ce que vous pourriez nous dire comment est caractérisé ce personnage de Mario? It's beautiful opera, it's beautiful score, because on every page of score you feel the instinct of Puccini and his ability to characterize characters not only outside but very deeply inside them psychologically. And when you compare the music of first act and, for example, the second act, it seems like could be different by different composers, because it's so leggero, inspired, romantic in the first act. I love the Cavaradossi and Tosca duet, because every time when I am conducting this beautiful moment, I am thinking, my God, these two people, they are so sincere to each other. They are so passionate, so young, so beautiful. They have so beautiful relationship, but this is going to be them last moment, which they maybe also didn't realize in this moment. And it's like always the feeling to stop the moment musically, to let us feel the beauty which is going to be destroyed by politically cruel people who is going to manipulate, who is going egoistically destroy beautiful thing only for them own, enjoying them own power. Alors, je trouve qu'il s'agit d'une partition magnifique, puisque à chaque page, on peut sentir l'instinct de compositeur de Puccini. Et ces personnages, il ne faut pas seulement les aborder depuis l'extérieur, mais il y a aussi la dimension intérieure, la dimension psychologique. Et lorsqu'on découvre cet opéra, on a l'impression que le premier acte est complètement différent du second acte, du deuxième acte, et qu'ils auraient pu être composés par différentes personnes. Donc le premier acte est très léger, très inspiré, il y a cette dimension romantique, notamment à travers le duo de Mario et Tosca. Et à chaque fois que je dirige ce passage, je me dis, mon Dieu, mais ces deux personnages sont tellement sincères, il y a une telle passion, ils dégagent cette jeunesse, cette beauté. Et en fait, ils n'ont pas conscience qu'il s'agit du dernier moment où ils vont être ensemble, et ils ne se rendent pas compte que ces sentiments, cette beauté, va être détruite par les manœuvres politiques, par la cruauté et aussi par des manœuvres égoïstes. Elle est formidable. En fait, on attend aussi sa prestation à Valentine maintenant. Alors, c'est la 6e fois, je crois, qu'est donnée cette production de Pierre Audi à l'Opéra de Paris. Et c'est la première fois que vous l'interprétez ici, à l'Opéra de Paris, dans cette production. Et pourtant, je peux vous dire que beaucoup de personnes en interne, dont moi d'ailleurs, étaient persuadées qu'on vous avait déjà vu dans cette Tosca. Donc, ça m'a interrogée quand même. On devait le faire pendant le Covid et puis ça a été annulé. Donc, je me suis demandé quand même pourquoi on était tous persuadés de vous avoir vu. Moi, j'ai vraiment des images de vous dans la tête et j'étais pas la seule. Et je me suis dit, est-ce que finalement, ce serait pas parce que c'est un personnage qui vous ressemble énormément? C'est-à-dire que, enfin en tout cas dans l'idée qu'on en a, c'est-à-dire que c'est un artiste, c'est un amoureux,
C'est quelqu'un qui a aussi qui est courageux, bien sûr, mais qui a une amitié virile avec Angelotti, dont vous parliez. Et peut-être parce que vous avez des frères, on vous imagine assez aussi dans cette, dans cette ambiance. À part le côté politique, oui, moi je ne suis pas très politique. Mais je ne l'ai pas cité. Oui, bravo. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce portrait? Est-ce que c'est un personnage, vous trouvez, qui vous ressemble beaucoup? Je vais vous dire, tous les personnages que j'ai interprétés jusqu'à aujourd'hui me ressemblent. Parce qu'en réalité, je m'inspire de mes personnages pour apprendre à me connaître moi-même. Parce que moi, dans la vie, je ne suis pas intéressant. Wow. C'est vrai. Enfant, j'étais invisible, personne ne me voyait. Je n'étais pas tellement intéressant. Je suis devenu intéressant à force de fréquenter ce genre de personnages. Donc, je les remercie tous ces héros qui m'ont permis de me connaître davantage. Et alors, quand même, moi, j'aimerais bien savoir si... Bon, c'est vrai que les ténors, souvent, ont des rôles assez solaires. En plus, ça correspond bien à votre voix. Mario, c'est vraiment un gentil. Est-ce que, de temps en temps, quand même, vous n'êtes pas un peu frustré de ne pas jouer les méchants, de ne pas jouer un rôle comme Scarpia, qui est très intéressant aussi, qui est d'une noirceur absolue, qui est très... Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai joué Al Capone, là, derrière moi. C'est pas un tout gentil, hein. Non. Mais... Est-ce que ça vous donne pas encore Non, ça m'amuse, bien sûr. J'aime bien faire aussi ces personnages-là. Mais en général, j'essaie toujours de ne pas juger les personnages. Je me dis toujours j'essaie de les embellir. Je me dis tout le temps que quand on agit d'une certaine façon, il y a des raisons à ça. L'enfance, la vie qu'on a vécue avant ça. Enfin, je pense que personne n'est méchant au départ. On le devient à cause de situations... C'est très rousseauiste ce que vous dites. Oui, c'est un peu ça. D'ailleurs, quand je chante même des vilains comme Pinkerton, j'essaie de le rendre sympathique. Même les méchants. Je trouve toujours... moi, vous savez, j'aime mon prochain. Ça se voit. Voilà. Et donc, je pardonne toujours. Voilà. J'essaie toujours de trouver le côté positif chez tout le monde. Même Scarpia. Vous savez que Scarpia, le vrai Scarpia, était sicilien. Donc, ça me le rend sympathique. Et vous racontez une histoire quand même sur Scarpia pour un petit peu essayer de comprendre. Non, mais je me dis, il s'est passé quelque chose. Pour en arriver là, il est frustré, il veut absolument cette femme. Il est peut-être jaloux de Mario, qui a un talent incroyable. Il est peintre, il est poète, il est beau, il est jeune, il est amoureux de cette femme. Cette femme est amoureuse de lui. Et donc lui, il se dit, voilà, pourquoi lui et pas moi? Voilà, donc vous savez, dans la vie, c'est ça, c'est un peu la nature humaine, vous savez, la jalousie, l'envie, tout ça. Et d'ailleurs, on l'a aussi à l'opéra, hein, de temps en temps, même voilà, donc. On a presque que ça à l'opéra. Oui, mais je veux dire, même dans notre milieu. Ah, dans notre milieu, oui. Vous savez, même par rapport à certains critiques, à un certain public même. Voilà, il y a des gens qui vous trouvent sympathique, d'autres qui vous trouvent arrogant, d'autres qui vous trouvent pas sympathique. Et puis mais c'est la nature humaine. Voilà, il faut accepter tout ça. Alors, maestro Oksana Liniv, vous avez déjà travaillé avec Roberto Alagna, vous vous étiez rencontrés au Met sur Turandot. Comment est-ce qu'il est en répétition, justement? Il est arrogant, il est sympathique? Okay, so our first time to work with Roberto was in New York last year, and actually we had only one short rehearsal, so it was not really big musical rehearsal because it was already scenical rehearsal only to to organize what to do for mise en scène. And actually our first time, I can say, was directly with the orchestra on stage, and it was just beautifully because I can describe Roberto when he is singing, you just believe him. It's like he's putting so first of all, his way to sing is so natural that you don't hear any troubles, maybe like by other singers who has to prepare the top note, I don't know, some challenges with breath, with long phrase. When Roberto sings, you just believe he is Cavaradossi or he is Calaf, who in this moment is living on stage, and also the same to the text. It's just wonderfully to follow him because everything he wants to do, it's very clear because he is putting emotions and expressions in every word, in his pronunciation, and
I feel very comfortable as conductor, and I know also that not every conductor has can easy follow Roberto because he wants also to be free, very free, and also to be free in every performance, also to feel spontaneous, live the moment as a real. And when you want to have this realistic feeling, of course you cannot as robot just multiplies some things. So, and of course I'm looking forward to do our Tosca. I am experienced already with Tosca. I conducted Tosca in Tokyo, in Bologna, in London Covent Garden, in Munich, but it's my first time to conduct in Paris. And of course it's very special because it's written by Victorien Sardou. Last year when I conducted Mozart, I had apartment on the street where also lived Victorien Sardou, and I already knew to that time, okay, I'm going to do also Tosca. So it's very, very special feeling because Tosca is linked to Sarah Bernard and Puccini. Before composing music, he visited Sarah Bernard in Milano, after in Florence. So he was also very inspired by this spirit of French Revolution, of Coraggioso Mario, who is against the terror, against Rome. Yes, so I feel very special for this evening. Voilà, j'allais vous arrêter pour laisser quand même Valentine traduire. Alors, la première fois que j'ai eu la chance de travailler avec Roberto, c'était à New York l'année dernière. Et c'était au départ un travail très court, simplement un jour de répétition, rien de très organisé. Enfin, c'était déjà un stage à une étape assez avancée du processus de création, puisqu'on a tout de suite travaillé avec l'orchestre. Et ce que j'apprécie particulièrement chez Roberto, c'est qu'on le croit immédiatement. Il engage vraiment son âme dans son travail. Il y a quelque chose de très naturel qu'on ne trouve pas forcément chez d'autres chanteurs, où on va tout de suite voir l'effort qu'ils produisent quand ils essayent d'atteindre une note ou quand ils respirent. On sent ce travail de la respiration, là où Roberto devient le personnage. Et c'est ce qui crée une impression de clarté. Il est facile à suivre. Il y a aussi cette dimension d'émotion, sa diction, sa prononciation, ce qui me met particulièrement à l'aise en tant que chef d'orchestre, en tant que maestro. Et je sais que c'est quelque chose d'important pour lui également, puisqu'il recherche particulièrement la liberté dans son travail, ce qu'il n'a pas pu toujours expérimenter. Et il y a vraiment chez lui cette idée de ressentir l'instant, et c'est ce qui donne cette dimension si réaliste à son travail. Et donc, à ce titre, je me réjouis énormément de notre collaboration. J'ai déjà eu l'occasion de diriger Tosca à Tokyo, à Bologne, à Londres, à Munich, mais je suis particulièrement touchée car c'est la première fois que je ferai ce travail à Paris. Or, c'est le livret de Victorien Sardou. Et lorsque j'ai travaillé sur Mozart, j'avais un appartement précisément dans cette rue, un appartement où Victorien Sardou habitait. Et donc, j'étais déjà dans l'anticipation du travail sur Tosca et de cette relation spéciale avec Sardou. Et c'est aussi une pièce qui a un lien avec Sarah Bernhardt et où Puccini avait ce lien, lui a rendu visite à Milan, à Florence. Et c'est une pièce aussi qui respire cet esprit de la Révolution française, cette dimension épique et ce combat contre la terreur dans un sens politique aussi. Encore bravo. Oui. Je veux dire aussi que moi, j'ai une grande chance de travailler avec Roxane, parce que c'est vrai qu'elle a un talent. On n'a pas besoin de se regarder. On ressent exactement le tempo qu'on veut indiquer. Il y a quelque chose d'organique qui fait qu'il y a une vraie entente, une vraie, il y a une sorte d'alchimie qui fonctionne. J'avais ressenti ça au Metropolitan, où on n'a fait aucune répétition. Et on est allé directement sur scène. Et ici, c'est pareil. Hier, on a fait avec l'orchestre pour la première fois. Donc, on a fait une seule répétition aussi. Et tout fonctionnait dès le premier instant. Et j'adore parce qu'on la regarde, elle sourit. En plus, elle est belle. Et donc, c'est vraiment un plaisir d'être conduit par un tel maestro. Attention, Tosca va être jalouse.
Ce qui me paraît fou en vous entendant, c'est vous dites que au Met, vous n'avez fait aucune répétition. Là, vous en avez fait une hier, vous en avez fait une aujourd'hui. C'était la Générale piano-chœur. Mais comment vous faites parce qu'il y a quand même toute une mise en scène à s'intégrer, une mise en scène qui est déjà existante. Donc, est-ce que vous avez déjà travaillé auparavant avec des vidéos ? Est-ce que vous avez... Comment vous faites pour intégrer quand même, parce qu'il y a une mise en scène qui est assez riche, il y a beaucoup de déplacements, ne serait-ce que les sorties, les entrées, les sorties. Comment est-ce que vous faites ? Oui, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. La dernière Tosca que j'ai fait à Dresden, c'était pareil. On a eu une seule répétition et puis on est fort. Donc en traduction, il y a Valentine et pour l'opéra, c'est vous. Je voudrais quand même, parce qu'on parle depuis tout à l'heure, mais je pense que le public a envie d'entendre un petit extrait. Alors, ça sera pas, comme on n'a pas d'archives avec vous ici à l'Opéra de Paris, ça ne sera pas un air de Mario, ça ne sera pas non plus le fameux Vici d'Arte. Peut-être quelque chose de Michel Sardou. Pas non plus Michel Sardou. Un extrait de Tosca. Je vais demander à Anissa de le passer tout de suite et on va en parler à petit peu. Pas n'importe lequel quand même. Donc c'est le fameux Te Deum à la fin de l'acte 1. Est-ce que vous pouvez nous en parler, maestro ? C'est un passage quand même dramatiquement très 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 puissant. So the story of Tosca is not realistic, but Puccini linked it directly to proper places in Rome that really many people now, when you are visiting Rome, you can get a tour Tosca places, and many people believe in it would be real, because also musically Puccini put it, how to say, so clear instrumentation, so clear musical ideas to make us feel we are inside of the story. So, for example, to use this scene in the church, Puccini was contacted Rome, Church of Rome, to get a permission, for example, to use this in the scene. And we know also another impressive scene is the beginning of the third act, where Mario is expecting, so he is living his last hours of his life, and there is a beautiful music of strings, and on the backstage we hear different bells of Rome. And also to compose this music, Puccini spent whole night on the mountains of Rome, and he tried to notice even the pitch of different bells and to understand dynamically which bells from which church are closer, which are longer, why he indicate in the score very exactly like da lontano, da molto lontano, da più vicino, più closer and very long. So it was important for him because of this style, verismo, because actually also in Tosca everything is happening within of 24 hours, very straight, dramaturgically, why we feel incredible passion to follow the story and how it will end. Okay.
Alors effectivement, donc même si il n'y a pas une exigence nécessairement de réalisme, il s'agit quand même d'une matière qui est fictionnelle, mais qui est malgré tout liée à Rome en tant que lieu réel. Donc on est un petit peu à cet endroit où le réel et le fictionnel se croisent, puisque par exemple, il y a des visiteurs qui se rendent tous les jours à l'endroit où Tosca est supposée être. Donc la fiction a influencé le réel. Et cette dimension-là, elle est due notamment à la composition de Puccini, qui utilise les instruments d'une manière tellement claire. On a vraiment cette clarté musicale. Et notamment, on sait que Puccini avait contacté l'église de Rome pour préparer cette scène qui est assez impressionnante, pour préparer le début de l'acte 3. Et donc, on sait que Mario vit ses dernières heures. Donc, c'est une scène où on a beaucoup de cordes, puis on entend ses cloches, ses carillons. Et pour préparer cette scène, Puccini a passé des nuits entières sur la montagne, un petit peu à l'extérieur de Rome. Et il essayait, en fait, de saisir le son, de saisir la hauteur, de saisir la qualité musicale de toutes les cloches, de toutes les différentes églises de Rome, leurs différentes hauteurs, pour comprendre justement ce son d'une manière dynamique. Et donc, c'est notamment cette exigence-là donc que ces cloches soient proches ou au plus loin de lui. Donc on a vraiment cette dimension de spatialisation du temps. Et c'est ce qui contribue notamment à ce style qu'on a appelé le vérisme. Et on a aussi quelque chose de très direct dans sa façon d'écrire, puisqu'il s'agit d'une pièce qui se déroule notamment en l'espace d'une journée de 24 heures. Je voudrais rajouter quelque chose. Peu de gens savent ça. En fait, les mots en latin du Te Deum, ce ne sont pas les vrais mots d'un Te Deum. En fait, Puccini trouvait que les vrais mots ne rimaient pas assez pour la musique. Donc, il a contacté un ami à lui qui était évêque, et ils ont fait des recherches dans toutes les prières qu'ils avaient, dans tous les manuscrits, etc., au Vatican, et ils ont retrouvé ces paroles. Et donc, c'est un mélange que Puccini a réussi à faire pour pouvoir faire ce Te Deum, pour que ça fonctionne sur sa musique. Peu de gens savent ça. Il y a aussi un arrière-plan historique qui est très important, parce que c'est vrai que, pour plaisanter, je commençais par l'aspect intime avec l'histoire de jalousie entre Scarpia, Tosca et Mario, mais on a quand même un arrière-plan historique qui est très important, qui est la situation de Rome en 1800, puisque l'opéra commence le 17 juin 1800. Donc on est juste au lendemain de la bataille de Marengo, à ce moment-là, Scarpia et les Romains pensent avoir remporté contre Napoléon. Napoléon est censé être défait, et par contre vous, au deuxième acte, vous êtes plutôt sympathisant républicain, vous apprenez que Napoléon a gagné cette bataille au deuxième acte, et c'est là où vous criez, où vous chantez, pardon. Voilà, Vittoria, Vittoria. Est-ce que vous... Mario, dans l'histoire, il est moitié italien, moitié français. Donc c'est pour ça que la balance penche vers la France aussi. Alors c'est vrai que ça, on ne le sait pas dans l'opéra, dans le livret. En revanche, vous avez cité tout à l'heure, Maestro, la pièce de théâtre de Victorien Sardou, qui est à l'origine de Tosca, de cette pièce, puisque c'est Puccini, 1 ou 2 ans avant, quand il avait vu cette pièce par Sarah Bernard à Londres, alors qu'il ne comprenait absolument pas le français, ou vraiment très très peu de mots. Il avait été emballé par cette histoire, et il s'est dit qu'il en ferait un opéra. Cette mise en scène aussi, on voit un aspect très important que je conseille d'ailleurs, si vous n'avez pas encore pris vos places, de regarder peut-être à partir du premier balcon ou même du deuxième balcon. C'est qu'on a cette immense croix qui symbolise l'oppression de l'Église, et qu'on voit vraiment bien, qui devient un plateau, et qu'on voit vraiment bien à partir du haut. Qu'est-ce que vous en avez pensé, cette mise en scène, quand vous l'avez découverte ? Moi, je suis à l'aise dans cette mise en scène. Bon, il y a des petites choses un peu étranges à la fin, où on ne voit pas la chute de Tosca. Moi, je l'aime bien, cette chute. Et donc ça me manque un peu. C'est le côté théâtral. Bon, on sait bien que les metteurs en scène, de temps en temps, aiment bien un petit peu, bouleverser les choses.
Et voilà, mais sinon, bon, elle est quand même correcte, je veux dire, elle respecte quand même l'histoire, le décor est bien, voilà, les personnages sont bien caractérisés. Voilà. La petite chose qui me manque, c'est ça, quoi. C'est le suicide de Tosca. Pour le coup, un suicide qui n'est pas du tout réaliste, puisque si on essaye de se jeter du château de Saint-Ange, on tombe pas du tout dans le Tibre, comme ce qu'a écrit Puccini. Hein. Mais bon, vous savez que dans la pièce de théâtre de Sardou, ça ne se passe pas non plus dans le bureau de Scarpia. Voilà. Vous savez qu'au théâtre, souvent, quand on reprend une œuvre, on l'adapte. Voilà. C'est une adaptation de Sardou. Et d'ailleurs, je trouve que Puccini a tellement bien travaillé qu'il a dépassé la pièce de théâtre. Aujourd'hui, on connaît Tosca grâce à Puccini et moins pour Sardou. Alors justement, je voudrais peut-être donner quelques éléments quand même de contexte sur cette Tosca de Puccini. Puccini a écrit 10 opéras et c'est le 5e. Donc il se place entre La Bohème, qui a été un grand succès, et Manon Lescaut, c'était encore avant. Manon Lescaut, c'était vraiment son triomphe qu'il a lancé. Et ensuite, il y a eu la Bohème et après Tosca, Butterfly. Voilà, donc ça fait partie de sa trilogie. Voilà, c'est ça. À votre avis, qu'est-ce qui fait que cette Tosca est devenue un classique de l'opéra et au point même de personnifier l'opéra? Alors peut-être parce que le personnage justement de Tosca est une cantatrice. Quelle explication vous donnez, vous, à ce succès? Je crois que c'est surtout la musique de Puccini, puisque aujourd'hui dans le monde, les ouvrages les plus donnés sont quasiment tous ceux de Puccini. Même si on a toujours Carmen, bien sûr, ou la Traviata. Mais je crois que dans les 10 premiers opéras, il y en a 4 ou 5 de Puccini. Donc je crois que c'est sa force. Il arrive à concentrer. La durée de cet opéra est parfaite. C'est 2 heures. C'est un film, en fait. Il a trouvé la bonne... ce qu'il fallait absolument pour en faire un tube. Voilà. Et donc, je crois que c'est ça. Il y a un côté théâtral, il y a un côté cinéma avec Puccini. Et je crois que c'est ce qui fait son succès. D'ailleurs, il y a des tas de compositeurs ensuite qui se sont inspirés de Puccini pour des musiques de films. Même Nino Rota, dans Le Parrain, par exemple, quand il y a cette fameuse phrase « ça, c'est Turandot. Et Nino Rota a fait c'est exactement pareil. Voilà, il s'en est inspiré. Et pour vous, maestro? Yes, I think because it's everything inside. First of all, very interesting that we have a couple, Tosca and Cavaradossi, who are artists, and we have Scarpia, who is cruel, who has a potential, what we said. So we have love story, we have jealousy, we have the power of church, we have the revolutions, we have people who is against that, and like we have all perfect components to make people fall in love with this. And we have genius of Puccini, who is exactly enjoying every moment musically. For example, he like stops the time in the How I Said moment in duet, or in Visidarte aria, or in your last aria, Lucevano de Stelle, but also look to all the straight tempo, to all the accelerandi and incredible, fascinated second act, yes, when Tosca is going to, on the end, to kill Scarpia. And by the way, musically, you said it's only the pity that Tosca is not jumping down on the end, but you know, famous last coda, orchestral coda, after Tosca is saying Scarpia davanti a Dio, and the ta 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 di da, like last orchestra solo. And I was always asking myself in the score is written con slancio, and always when I hear the recording da di da 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 so slow, and I was always asking by why so slow, because it's what is con slancio? Con slancio, it should be the opposite. And after I really find there is a letter of Puccini where he is explaining that he wants last orchestra solo really
ta 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 in tempo. And now I'm trying to do this, what is not easy because orchestra are used to play this slow. And when you are saying no, we go straight in tempo, because it's this musically, this jumping inside, like take a risk. And, you know, there is a difference. For example, I conducted Tosca in Berlin, Deutsche Oper in Berlin, and we had no orchestra rehearsal. And usually when you are stepping in without orchestra rehearsal, you have to do like conductor did, because it could be a chaos last moments of performance. But here we had the rehearsal, and I could say, okay, please let's do how Puccini wanted to play this con slancio. Alors les raisons de ce succès, c'est parce qu'il s'agit d'un opéra qui en fait est très complet. Il y a énormément, il y a tout en fait dans cet opéra. Donc déjà on a ce couple Tosca Cavadossi. Donc ce sont des artistes en plus, donc on est attiré par eux. On a ce personnage cruel de Scarpia, donc de l'amour, de la jalousie. Il y a cette réflexion sur le pouvoir de l'institution de l'Église, mais aussi les révolutionnaires. Ainsi que les contre-révolutionnaires. Donc, on trouve vraiment tous les éléments pour que les spectateurs et les spectatrices tombent amoureux, amoureuses de Tosca. Et évidemment, il y a bien sûr le génie musical de Puccini, génie qui s'exprime dans les duos, dans les arias, mais aussi dans le travail sur le rythme, les accélérandi, les accélérations. Par exemple, le moment où Tosca tue Scarpia. Et on a cette célèbre dernière coda avec le dernier solo de l'orchestre. Et il y a une tradition orchestrale qui consiste à jouer ce passage-là de manière assez lente, assez solennelle. Mais en fait, quand on regarde la correspondance de Puccini, on voit que c'est absolument pas ce qu'il voulait. Il souhaitait un tempo beaucoup plus droit, beaucoup plus enlevé. Et en fait, dans mon travail, c'est ce que j'essaye de retrouver. J'aimerais prendre ce risque-là. Et alors, c'est pas toujours possible parce que, par exemple, j'ai dirigé Tosca à Berlin où on n'avait aucune répétition avec l'orchestre. Et lorsque ça se passe de cette manière-là, évidemment, on est un petit peu obligé de suivre ce qui a été fait par le chef d'orchestre précédent. Mais là, j'essaye de me rapprocher finalement de l'esprit de Puccini, de ce qu'il désirait. On oublie parfois que Tosca est écrit en 1900 et que donc on entre dans la modernité. C'est vrai qu'on pense souvent plus à Pelléas et Mélisande, par exemple, qui est de 1902, donc qui est très proche. Est-ce que vous diriez que c'est un opéra moderne, sachant que Puccini lui-même aimait beaucoup la modernité, il aimait ce qui allait vite, il aimait les voitures, il paraît qu'il est le troisième à avoir eu un permis de conduire italien, donc c'est dire à quel point il aimait bien ces innovations. Est-ce que vous diriez que c'est un opéra moderne? Est-ce que c'est peut-être sa vitesse? Justement, vous parliez tout à l'heure du fait que c'était très très bien écrit et que ça allait très vite. C'est la musique populaire de son époque. Donc c'est la musique moderne de son époque. Aujourd'hui, ça reste moderne parce que l'opéra est intemporel. Mais c'est vrai que ce personnage de Puccini était quand même assez extravagant, hein, puisqu'il aimait bien sûr les voitures, les bolides, tout ça, la chasse et tout. Et il était même, des fois, il faisait de la contrebande. Il s'est fait arrêter d'ailleurs souvent par comment s'appelle Carabiniers. Par les carabiniers, enfin les gardes-chasse. Et voilà, il s'est retrouvé au poste. Et bon, il a été sauvé parce que c'était Puccini et qu'ils ont réussi à trouver des. Mais il faisait pas mal de coups tordus comme ça parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui aimait aussi prendre des risques et puis il aimait la vie. Il disait aussi que un des sons qu'il préférait, après celui de l'opéra ou de l'orchestre, c'était le son du fusil de chasse. Oui, il était fou de chasse, il adorait ça. Et il se levait le matin comme ça, et puis ils allaient sur le lac, et c'était interdit. Et ensuite, il a réussi quand même à avoir une sorte, pas un permis de chasse, mais un noble qui était propriétaire du lac, lui a permis de chasser sur son lac. Voilà. Et pour vous, est-ce que vous percevez cette modernité parce que c'est aussi une chose que ce soit moderne à l'époque, mais que ça le reste aujourd'hui, finalement, même si c'est devenu un classique. Yes, I also agree that it's timeless, but
I can also say that when you compare to the previous scores like Manon Lescaut and La Bohème, you can see how important for Puccini was to keep this temporism of the story, to fascinating lead straight to this tragic finale. And when Puccini sent the score to Ricordi criticized Puccini for the music of the third act. He said, what is for loud duet? It's some short pieces. There is no one big melody, like with pathetic music development, singers line. But Puccini, they had not conflict, but discussion, and Puccini said, no, he will not change, he will live like this. And also the public during the world premiere in Rome was a little bit split because she maybe awaited bigger singing, that singer could more expose them voices, but in finale you can really see it's like more movie than opera. And I think this was the modernity of Tosca also to that time. Oui, effectivement, c'est une pièce qu'on pourrait qualifier d'intemporelle et qui s'éloigne un petit peu des premières compositions telles que Manon Lescaut ou La Bohème. Et on a vraiment cette idée que la composition suit un petit peu le livret et qu'il y a cette notion d'aller directement vers cette fin tragique qui apparaît également dans la partition. Et lorsque Puccini a partagé sa partition avec Ricordi, ce dernier a été très critique du dernier acte. Il le trouvait trop court, il trouvait qu'il manquait un petit peu ce morceau de bravoure, cette grande mélodie un peu pathétique. Mais Puccini est resté sur ses positions, ils ont eu une discussion et il a refusé de changer ce troisième acte. Et c'est ce qui a contribué au fait que lors de la première mondiale à Rome, le public était assez partagé. Il y avait des personnes qui ont vraiment adhéré et d'autres un peu moins, puisque ce n'était pas forcément ce à quoi elles étaient habituées. Et effectivement, il y a une dimension qui est presque plus cinématographique qu'opératique. Et selon moi, c'est ce qui fait la modernité de Puccini. Roberto, Alania, vous avez interprété Tosca donc, de nombreuses fois dans d'autres lieux qu'à l'Opéra de Paris. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au fil des années, votre interprétation évolue et donc pas forcément seulement en fonction des indications des metteurs en scène, mais vous, votre compréhension intime du personnage ? Bien sûr, avec l'expérience de la vie, on voit un personnage d'une façon et même une histoire, et puis on évolue, ça évolue avec nous. C'est ça qui fait la beauté de cet art, c'est que c'est pas figé, et qu'à chaque fois qu'on reprend une partition, il y a toujours quelque chose, un détail qu'on n'a pas remarqué. Et puis voilà, et puis le fait de vieillir aussi, la maturité, on comprend les choses différemment. C'est vrai que les personnages évoluent. La première fois que je l'ai chanté, c'était... et puis avec les partenaires aussi. Quand je l'ai chanté la première fois, c'était avec Catherine Malfitano. Et c'était encore autre chose parce qu'il y avait une différence d'âge. J'étais presque gêné. Et maintenant, je comprends aussi quand je chante avec des partenaires plus jeunes. Je me dis, tiens, j'ai compris ce que ressentait Mireille Lafreni en chantant avec moi ou Malfitano. Voilà. Mais c'est ce qui fait la magie du théâtre, c'est l'illusion. Et puis, à la fin, il y a une sorte de réalité qui s'installe et puis on devient crédible. Et les personnages, c'est la même chose. Avec l'expérience de la vie, on les voit d'une façon et ils évoluent avec nous. Et là, par exemple, vous auriez un exemple concret d'un détail que vous n'aviez pas remarqué auparavant ? Aujourd'hui, oui, parce que quand on est jeune, vous voyez, on veut apparaître d'une autre façon. Vous voyez, on se laisse pousser la barbe, on essaie d'être plus mûr. Et puis, moi, ce que j'ai appris peu à peu avec l'expérience, avec la maturité, c'est que le plus difficile, c'est d'être simple, aussi bien dans son comportement sur scène que dans sa façon d'émettre le son, de chanter, d'interpréter. J'essaye aujourd'hui d'être le plus simple possible, le moins d'effets, mais d'avoir une sorte d'entrer en communion vraiment avec la musique, avec le son, avec mon personnage, et de ne pas en rajouter. Voilà, c'est ça qui est peut-être différent aujourd'hui. Je me souviens quand j'avais chanté la première fois, on chronométrait mon Victoria. Alors, ce soir, il a fait 16 secondes, 17 secondes. Et puis, je me souviens que la critique m'avait massacré parce que je tonnais trop les notes, j'en faisais trop.
Alors peut-être qu'ils avaient raison, mais quand je réécoute, je me dis c'était quand même pas mal. Voilà, bon. Mais est-ce que c'est pas aussi qu'aujourd'hui vous n'avez plus rien à prouver? Si, on a toujours à prouver. C'est ça qui est formidable avec ce métier, c'est que c'est comme un boxeur. Chaque soir, on remet notre titre en jeu et on peut s'écrouler tous les soirs. C'est ça qui fait aussi cette particularité, c'est qu'on n'est jamais arrivé et on est toujours des éternels étudiants et il faut toujours prouver. On ne peut jamais se dire, voilà, ça y est, maintenant j'y suis, je suis tranquille. Non, non, ça n'existe pas chez les chanteurs d'opéra. Chez les artistes, je crois. Et pour vous, Maestro, qui l'avait aussi dirigé plusieurs fois, là, par exemple, en dehors de ce que vous avez dit tout à l'heure, quelle est votre nouvelle vision peut-être de cette œuvre? Of course, Tosca is crucial work for every opera conductor, and I can say that I am very happy. I was very lucky. My debut with Tosca, I was 30 years old. It was in Odessa Opera House, where I worked for 5 years, and it was ensemble opera house. So Tosca was regularly performed every month with different casts, and it was a great practice for me also to learn, because to give the liberty, to give the freedom for singers to make them what they want, how they want to express them character on stage. You have to know perfectly the score, and you have to know technically, just as manual technique, how you organize the orchestra, because the score is symphonic and also very complex. Puccini is underlining all the motifs in the recitatives, in big scenes, and how to understand to make this freedom to act on stage, to organize every enters of every instrument, that they are always perfect and not disturbing each other. And for this, it was a great time, that time in Odessa, where I could really learn to work with different casts and also to repeat in many, many other performances. And now I am enjoying of course, to work with in great opera houses and to work with such a solist like also Roberto, to discover every time new details in them roles, and also to use my previous experience to form, because the goal of conductor it's not only to give the space to express themselves for every solist, but also to keep the entire work together, what we said, always to think about the whole dramaturgy. For example, when Cavaradossi or Roberto wants to have time in this particular phrase, I know that this tempo will be too slow for Tosca, for enters for Tosca. So how I can easily to move the orchestra to be again in another more flowing tempo, for example, for Tosca, and always to lead everything to big climax, to big dramaturgical points. Alors évidemment, Tosca, c'est une œuvre qui est cruciale, qui est très importante pour chaque chef d'orchestre qui travaille à l'opéra. J'ai eu énormément de chance, puisque la première fois que j'ai travaillé sur cet opéra, j'avais 30 ans et c'était à Odessa. Et j'ai pu travailler sur cette œuvre pendant 5 ans. Donc l'œuvre était régulièrement jouée à Odessa, à chaque fois avec un ensemble différent, avec une distribution différente. Et évidemment, ça m'a permis d'apprendre énormément, de me faire la main, et aussi de permettre aux chanteurs d'avoir beaucoup de liberté, pour leur permettre de s'exprimer réellement. Mais pour que les solistes s'expriment, en tant que chef d'orchestre, il faut connaître parfaitement la partition, mais dans ses aspects les plus techniques. Or, il s'agit d'un opéra qui est très symphonique, qui est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de complexité dans ses motifs qui reviennent, les récitatifs et ces grandes scènes. Et pour que les solistes puissent avoir cette liberté, cela demande qu'il y ait le maestro qui organise chaque moment
moment pour avoir cet équilibre entre les différents interprètes. Donc, Odessa, à ce titre, a été un laboratoire extraordinaire et maintenant je prends beaucoup de plaisir à travailler pour ces grands opéras, ces solistes de renom qui évidemment attirent mon attention sur des détails et je peux à présent utiliser mon expérience pour contribuer à l'harmonie de l'ensemble. Et pour moi, le rôle de la chef d'orchestre, c'est de laisser de l'espace aux solistes, mais aussi d'avoir une œuvre qui soit tenue, une œuvre qui permette à chacune de s'exprimer et donc d'avoir une vision d'ensemble, et une vision d'ensemble notamment de la dramaturgie. Par exemple, Roberto évoquait ces moments où il essayait de tenir de la note, donc il y avait cette histoire de ralentissement, mais moi, évidemment, à ce moment-là, je me rends compte que c'est quelque chose qui peut être trop lent pour Tosca. Donc, il faut que j'accorde de l'attention à tous les solistes et que je puisse diriger l'orchestre en leur disant que là, il faut un tempo un petit peu plus fluide pour aller vers cette grande acmé de la scène finale. Quelque chose aussi par rapport au chef d'orchestre et Puccini. C'est très difficile à diriger Puccini parce qu'il faut ressentir exactement l'émotion et le sentiment véhiculé par les paroles et par la situation. D'ailleurs, quand on écoute Puccini, je vous le conseille, allez sur YouTube et vous allez écouter, il y a Puccini qui joue du piano lui-même et vous allez voir qu'il y a une sorte de swing dans sa façon de jouer. C'est pas carré. Il y a un swing qui est presque du jazz. Et on l'entend d'ailleurs jouer un peu de la ronde. Et c'est c'est ça qui est très intéressant. Et le chef, s'il ne ressent pas cette façon comment dire, ce sentiment de Puccini, ne peut pas diriger Puccini. C'est la même chose pour les chanteurs. Et il faut que, justement, il y ait cette interaction entre le chef et le chanteur pour pouvoir se balader un peu dans le rythme. C'est jamais quelque chose de vraiment carré chez Puccini, mais on se balade. C'est un peu la même chose ensuite avec une école comme Zandonai. Je viens de chanter à Turin Francesca da Rimini, que nous avions chanté aussi ici. C'est exactement la même chose. On ne peut pas l'interpréter carré. Il y a une sorte de respiration, c'est comme des vagues comme ça qui viennent. Et selon l'artiste, selon le chef, on se balade dans cette... c'est ça, c'est le sentiment de liberté. En fait, c'est le swing. C'est le swing qu'on retrouve dans le jazz. Et c'est très rare dans les opéras d'avoir ça. On ne l'a pas chez Verdi, on ne l'a pas même pas chez Wagner ou chez Mozart. Non, c'est spécifique de Puccini, de Léon Cavallo, ces compositeurs comme ça qu'on appelle véristes. Ils ont réussi à trouver comment dire, le côté respiration comme ça de la vie qu'on a dans la vie de tous les jours, le côté théâtral. Voilà. C'est peut-être ça aussi qui fait cette modernité, justement, ce swing. Je me demandais comment vous prépariez vos rôles, parce que tout à l'heure, en vous entendant, on sent que vous êtes quelqu'un, sans doute un chanteur très instinctif, et en même temps, vous avez lu la pièce de Victorien Sardou, vous connaissez plein de choses sur Puccini. Comment vous nourrissez votre travail ? Avant d'être chanteur, moi je suis mélomane. Voilà, donc quand je m'intéresse à quelque chose, à une œuvre, je m'intéresse sur tout ce qui a été fait, tout ce qui a été enregistré, tout ce qui a été écrit, ce qui s'est passé pendant cette période-là, tout ce que le compositeur a vécu dans sa vie personnelle. C'est parce que c'est ma passion. J'adore ça et j'aime toutes les anecdotes, j'aime savoir ce qui s'est passé. Voilà, bon, donc c'est comme ça que je prépare mes rôles. Mais plus pour, comment dire, c'est plus une passion. C'est pas vraiment pour aller trouver des détails. Après, même si je l'utilise sur scène, bien sûr, puisque j'aime bien savoir ce qui s'est passé. Mais c'est une passion. Là, ce qui est formidable avec l'opéra, c'est que ça vous emmène dans des tas de domaines, dans des tas de disciplines. Ça vous emmène vers l'histoire, vers la politique, vers la littérature, tout. Tout est relié avec l'opéra et grâce à l'opéra, on arrive à avoir une sorte de culture générale, ce qui fait que ça m'enrichit à chaque fois. À chaque fois que je fais un nouveau rôle, je m'enrichis parce que j'essaie de tout savoir. Et alors, je crois que vous écoutez aussi beaucoup d'interprétations parce que ça vous passionne. Moi, je me souviens, je vous avais vu une fois à la télévision, il y avait un blind test et en fait, dès les premières mesures, vous saviez qui chantait. Oui. Oui, parce que je vous le dis, c'est ma passion. Vous savez, moi j'ai commencé par la musique populaire. Je travaillais dans des cabarets, etc. Et quand j'ai commencé à l'opéra, j'ai pris ma guitare, je l'ai posée et je n'ai plus touché à la guitare pendant 20 ans. Parce que je me suis dit maintenant, il faut que je m'imprègne
de ce monde de l'opéra. Et donc, j'ai voulu tout écouter, tout savoir, tout entendre. Et ça continue encore aujourd'hui. Comme je suis insomniaque, en plus, maintenant, on a YouTube. Donc, c'est infini. Alors, je passe mes nuits à lire, à écouter. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait ma propre culture. Bon, maintenant, c'est à quoi Roberto Alagna passe ses nuits après les représentations. Pour vous, maestro, vous avez aussi besoin de vous nourrir. Vous parliez tout à l'heure de la correspondance de Puccini. C'est quelque chose qui vous aide à trouver peut-être les couleurs ou les éléments qui vont caractériser votre direction d'orchestre. So I was born in a very small town where there is no opera house, but my parents were two musicians and we had a lot of literature at home. And often I loved as child also to saw the pictures from theater. I was fascinated from theater. And for example, now also very often as a conductor, you are asked, would you like to choose symphonic or opera conducting? I can say I would not be happy not to conduct opera. I could not do only symphonic repertoire in my life, because also today, for example, even we have this rehearsal with piano. It was second act, the moment when you are coming on stage and Scarpia Cabinet in Palazzo Farnese, Tosca. I don't know, I was touched. I was moved to tears. How beautiful is it to be in pit, to see all this. And I think the human voice, it's a miracle to the canto singing as expression of human soul, of human feelings. And the fact of opera, the developing of opera is such a cultural treasure. And it was also my dream to come in closer connection with Italy. And I was very fortunate last 5 years to work in Italy at the head of Teatro Comunale di Bologna. I was also first woman in this role in Italy. And I used my time to travel to the important places. I saw the birthplace of Puccini, Lucca. It's incredibly interesting also to see how, because he was born as a child in the music dynasty and he should become organ player to serve in the church, how also his grandfather, and he decided to become a theater composer because of his fascination for the opera and for the theater. And of course I visited Torre del Lago and Viareggio. I studied also a lot of things because it's fascinating when you read correspondence of Puccini, his letters, memories of his friends. You are becoming like witnessing this time, and I think it's impossible to conduct the music without feeling of that time, of totally different aesthetic of the time. Also between human relationship, it's really fascinating. Also I visited, for example, the place where Puccini died in Brussels, when he went there to the clinic with the hope to be healed from his illness. So it's a big inspiration for me to get in touch with maximum historical documents possible, and also to visit the places, because of course when you are in Villa Puccini in Torre del Lago, when you see this lake, when you smell, when you're drinking wine, it's very important to understand also this tempo, this dolcezza, this sweetness, emotional aspect of his music. Donc pour ma part, je suis née dans une petite ville où il n'y avait pas d'opéra, mais mes parents étaient musiciens et donc on écoutait beaucoup de musique, il y avait beaucoup de livres, de littérature à la maison. Et j'ai toujours été fascinée par les images qui représentaient l'opéra, qui représentaient le théâtre. C'est pourquoi on me demande parfois si je devais choisir entre diriger des orchestres symphoniques et être chef d'orchestre pour l'opéra. Et je ne pourrais jamais abandonner l'opéra. Je serais très malheureuse si je me concentrais sur la direction purement symphonique.
Et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte, par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on a répété avec le piano, et notamment cette scène au Palais Farnese où Scarpia arrive, m'a vraiment émue aux larmes. Et je me suis dit à ce moment-là, mais vraiment, la voix humaine est un miracle. C'est vraiment l'expression de l'âme humaine. Et je considère réellement l'opéra comme un trésor culturel. Et pour moi, ça a toujours représenté un rêve. Et c'est pourquoi je me nourris dans mon travail culturellement, par exemple, de voyage. Le fait de travailler en Italie, d'avoir la chance de travailler, d'être la première femme à occuper ce poste à Bologne, à l'Opéra de Bologne, j'en suis absolument reconnaissante. Et c'est aussi quelque chose qui m'a permis d'aller me rendre sur les lieux importants de la vie de Puccini, l'endroit où il est né, à Lucca, le fait que j'ai pu vraiment m'imprégner du fait qu'il est né dans une dynastie de musiciens et qu'il était destiné à être un joueur d'orgue, un organiste d'église en fait. Et il était tellement fasciné et émerveillé par le théâtre et par l'opéra qu'il a décidé de composer pour le théâtre et l'opéra. J'ai ressenti la même fascination à Torre del Lago, j'ai ressenti la même fascination en lisant sa correspondance, en ayant ses souvenirs de ce qu'il avait pu échanger avec ses amis. Et je me sens vraiment comme un témoin de sa vie. Et à mon sens, je ne pourrais pas être chef d'orchestre sans vraiment créer ce lien, cette connexion avec son univers esthétique, les relations, en me nourrissant des relations humaines. Je me suis également rendue à Bruxelles où Puccini est mort, cette clinique où il est allé dans l'espoir d'être soigné, où il est finalement mort. Et donc pour moi, le fait de me rendre sur place, d'aller à Torre del Lago et dans tous ces endroits me permet vraiment de m'imprégner. Et je dois dire que par exemple quand on est à Torre del Lago et qu'on sent les odeurs et qu'on boit du vin, on découvre vraiment cette douceur qui est centrale dans l'œuvre de Puccini. Avant de laisser la parole à notre public, qui a sûrement plein de questions à vous poser, je voudrais juste vous demander quel est votre passage préféré dans Tosca et peut-être celui que vous redoutez le plus. S'il y en a Je redoute tout. Donc c'est bien simple, rien n'est facile pour moi, même si des fois je donne l'impression, mais c'est toujours difficile. Mais c'est difficile de choisir. Bien sûr, il y a les fameux tubes, Luce van l'Estel, Recondite Harmonie, tous ces airs-là. J'aime bien aussi O Dolci Mani. C'est très, très joli. Mais je pense que le passage le plus fort pour moi, c'est la confrontation entre Tosca et Scarpia. Oui, c'est quand elle monte jusqu'au contrute, comme ça, avec ses cris de désespoir, où il y a tout, la rage, le désespoir, dans la voix de cette femme, comme ça, qui est acculée dans une situation impossible. Je trouve ce passage très, très fort. Et puis, on entend en même temps les cris de Mario qui se fait torturer de l'autre côté. Je trouve ce passage vraiment d'une force incroyable. Merci. Et vous, maestro ? Luce van l'Estel and also my Preludio before. C'est magnifique. Là, il a été très fort, Puccini, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas encore... il y a quand même des enregistrements, mais pas comme aujourd'hui où on peut capter comme ça. Donc il s'est dit, quand il a trouvé cet air, et Luce van l'Estel est magnifique, il s'est dit, oh là là, il faut que je prépare le public à entendre. Et donc il joue avant tout l'air avec l'orchestre. Et c'est ça qui est formidable. Et ça revient ensuite, le thème revient encore une fois à la fin. Donc c'est vraiment le passage qu'il a voulu que les gens partent à la maison avec cette mélodie dans la tête. Et il était très très malin, je pense, parce qu'il a réussi à se dire, tiens, voilà, un peu comme Verdi avec la Donne mobile. Il s'est dit, voilà, ça, je tiens le leitmotiv. Et donc là, il l'a utilisé vraiment juste avant son air. On entend tout l'air avec l'orchestre et c'est magnifique. Yes, because it's really dark, it's really tragic, and you feel in that moment what is destiny. Yes, that he doesn't deserve to be killed now, to die now. He has whole the life before him, but he has to die. And I can say it's timeless, because also in this moment I'm thinking also about, there is war, for example, in my country, and I'm also thinking this moment about so many young men who is not living them life because of politics, because of aggression and all this moment. And this is what
Puccini, what makes Puccini timeless, and his music makes eternal, because we will always have the theme, like to offer your life for something bigger, and yeah. Oui, effectivement, c'est une scène qui est très sombre, il y a cette dimension tragique, et on sent vraiment la force du destin à ce moment-là, puisque Mario est un personnage qui ne mérite pas de mourir, puisqu'il a la vie devant lui, et pourtant il est confronté à la mort, il doit mourir, et c'est ce qui rend cet opéra aussi intemporel. Et évidemment, quand j'entends ce passage, je pense nécessairement à mon pays, l'Ukraine, où des jeunes hommes qui n'étaient pas destinés à mourir, qui avaient la vie devant eux, ne peuvent pas vivre pleinement à cause du contexte politique, à cause de l'agression étrangère. Et évidemment, le Tosca évoque aussi la question d'offrir sa vie à quelque chose qui nous dépasse. Alors, comme je le disais, nous allons laisser la parole au public. Peut-être que les lumières vont un petit peu s'allumer. Et nous allons faire passer des micros. Ah, c'est pas facile, hein? Moi, je crois qu'il n'y a rien. Bonsoir. Alors, en fait, j'ai deux questions. Pour monsieur et pour madame, je ne sais pas par quel commencer. Par madame. Allez, par madame. Anglais ou français? English. Good morning, good evening, good night. Dobry večer. I have a question for you, madame. If you would come back to Paris Opera again, so you did Flûte Enchantée, now you do Tosca, which opera would you choose? Which opera would you suggest to the director of the opera? Pas mal. Belle question. Usually the proposal are arriving, so it's in contrario, that opera is asking. So, but I don't know, I have so big repertoire. I love Puccini, I love Wagner, I love Mozart. So I think we can find some options. Al Capone. Alors, la question portait, si vous deviez revenir à l'Opéra de Paris avec un autre opéra, lequel est-ce que vous pourriez proposer au directeur de l'opéra ? Et Maestro répondait que généralement ça se passe plutôt de la manière inverse, et que c'est plutôt les opéras qui proposent et les metteurs en scène qui disposent, mais que vraiment on a l'embarras du choix entre Puccini, Wagner, Mozart. Le répertoire est quand même très étendu. Merci. Et monsieur, donc une petite question, peut-être les journalistes vous ont déjà posé, mais moi j'ai pas entendu la réponse. S'il vous restait un rôle à chanter jusqu'à la fin de votre carrière, lequel vous aurez choisi? Écoutez, vous savez que ma famille a un lien très particulier avec Enrico Caruso. Je lui ai souvent rendu hommage, j'ai même fait un disque où je montrais un petit peu l'évolution de la technique vocale, mais aussi de la technologie d'enregistrement. Donc j'ai fait tout ce travail-là en reprenant des tas d'air avec son phrasé, ses coupures, ses tonalités, etc., ses respirations. J'ai fait un gros travail là-dessus. Et là, donc actuellement, je suis revenu de Porto Rico après avoir chanté Othello. Et dans le voyage, j'ai eu un flash comme ça. J'ai écrit une histoire sur des faits réels de Caruso, et j'en ai fait une fiction qui se mélange un peu avec ma propre vie privée. Et donc j'ai écrit une histoire, et avec Jean-Félix Lalanne, donc, qui a composé Al Capone, on a commencé à travailler cette œuvre, on a composé, et je me suis remis à la guitare, et j'ai composé moi-même à peu près une moitié de l'œuvre. Et donc, nous allons la créer bientôt. Donc, je pense que ça sera ça, mon dernier opéra, puisque ce n'est pas vraiment un opéra, mais c'est un peu tout ce que j'ai fait dans ma carrière. Il y a un mélange où il y a un peu de tout dedans. Bien sûr, il y a de l'opéra avec l'histoire de Caruso, mais il y a aussi du blues, de la tarentelle, il y a de la valse, il y a du rock, il y a même du métal. Voilà, donc c'est une œuvre qui dure 2 heures, vous voyez, comme Tosca.
et que nous allons créer bientôt. Nous avons déjà tout enregistré, donc le disque va bientôt être prêt. Et à partir de la saison prochaine, nous allons faire les spectacles. Merci. Ouais. Et ça s'appelle Caruso, une voix pour l'éternité. Vous m'entendez? Oui. Oui. Roberto Lagna, c'est ma question. Je voulais savoir ce que vous pensez d'un moment très particulier de Tosca. Pour revenir un petit peu au sujet qui est de notre soirée, c'est le moment où en fait Scarpia donne des directives à Spoletta pour lui expliquer en présence de Tosca comment Mario doit être exécuté per finta, c'est-à-dire en faux semblant. Ouais. Et à ce moment-là, il dit à Spoletta: faremo un'uccisione simulata come facemmo del conte Palmieri. Et à ce moment-là, Spoletta va pour répondre quelque chose et Scarpia l'interrompt et lui dit: simulata, hai ben compreso come facemmo di Palmieri. Voilà. Et là se joue, à mon avis, tout le drame, parce que Tosca, qui n'est pas une femme politique, qui n'est pas une femme qui connaît la réalité de ce qui se passe dans la vie politique, ne sait pas qui est ce comte Palmieri, ne sait pas comment il a été, entre guillemets, gracié, mais faussement gracié. Et Spoletta, qui va pour répondre, Scarpia le coupe et lui dit simulata. Elle y croit, donc Tosca croit à tout ça, elle s'en va, elle demande comme ultime grâce de pouvoir prévenir elle-même son amoureux que l'uccisione n'aura pas lieu. Oui. Alors que finalement, elle va avoir lieu, parce que Palmieri a bien été tué. Et elle rencontre Mario, juste après qu'il vient d'être torturé, et elle lui dit: caro amore, tu ne seras pas tué parce que, voilà. Et Mario, qui n'est pas idiot, qui sait que Scarpia ne cède jamais, lui dit: un'uccisione, cioè, la prima sua grazia è questa, c'est la première fois de sa vie qu'il gracierait quelqu'un, je suis très étonné. Elle m'a dit oui, et c'est la dernière parce que je l'ai tué. Et elle dit: toi, de tes mains, tu l'as tué, etc., etc. Vous avez tout dit, hein? Non, mais voilà. Et à ce moment-là, en fait, Tosca ne sait pas que Mario va être vraiment tué. Et lui, elle ne lui répète pas que tu vas être tué comme le comte Palmieri. Parce que si elle lui disait ça, et c'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous tout à l'heure quand vous disiez que selon vous, Mario sait qu'il va mourir. Mais oui, parce que lui, il le sait que Palmieri il a été tué. Oui, mais elle ne lui dit pas. Elle ne lui dit pas comme Palmieri. Mais et c'est Scarpia qui a dit à Tosca. Oui, mais ça, c'est un truc justement qui marche avec Tosca. Oui. Tosca, elle est dans son monde. Elle ne voit pas, elle ne comprend pas. Voilà. Jusqu'au bout, elle ne comprend pas. Et d'ailleurs, quand on dit que Tosca est une femme forte, non, c'est une femme faible. C'est une femme amoureuse. C'est une femme amoureuse, et le problème, c'est que en fait, même le fait de tuer Scarpia, c'est un acte de folie. Parce que si elle avait été forte, elle aurait trouvé le moyen de le séduire, de lui laisser, de lui dire voilà, on va se retrouver, t'inquiète pas. Elle aurait pu on sait bien comment que ça fonctionne, les femmes avec les hommes. Tout à fait. On les mène. C'est facile à mener par le bout du nez un homme. Ça, mais ça fait rien. Voilà. En fait, vous savez, c'est l'histoire de cette fameuse cette fille là qui faisait la publicité du shampoing là. Comment ça s'appelait? Tout le monde en a rigolé, qui faisait cette télé-réalité. Ah, je ne me rappelle plus. Nabila, voilà. Ah, oui. Elle a poignardé son copain aussi. Ah bon. Et elle a fini en prison. Ouais. Parce que c'est une faiblesse. Si elle avait été très forte, comme ça, comme on croit, déjà, elle aurait compris quel genre de type elle avait en face d'elle, avec Scarpia. Et là, donc, déjà, dès le départ, dans l'église, elle se fait manipuler avec l'histoire de l'éventail, etc. Bien sûr. Donc, et même déjà au départ, rien que d'entendre un bruit de tissu, elle s'imagine tout de suite qu'il y a une aventure, etc. Mais là où je trouve que Puccini est très fort, c'est qu'en fait, il nous explique, il nous montre avec ce tout petit détail que pas grand monde peut-être ne repère. Il faut vraiment lire le livret très très précisément. Et ça m'amuse parce que j'en ai fait l'exégèse avec un ami toute une nuit au téléphone un jour en racontant cette chose. Venez ici, monsieur, hein, vous allez nous raconter. Voilà, il est à côté de moi là. On en a discuté un soir. C'est un jeune homme qui s'intéresse à l'opéra et on a discuté de ce sujet et je lui ai dit on va faire cette exégèse précise du Comte Palmieri. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, chez Puccini, c'est qu'il nous montre comme quoi quelque chose qui n'a pas été dit pour un détail près
peut tout changer. Parce que Mario, prévenu qu'il va être tué comme Palmieri, sait qu'il va être... Ça s'appelle un coup de théâtre. C'est un coup de théâtre. Voilà, on a Tout ça à aussi fait. dans Roméo et Juliette. Ouais. Ah oui, s'il n'avait pas bu le poison, il se serait retrouvé, mais non. C'est Donc ça, moi, là. je pense que Mario croit qu'il va être sauvé. Non. Ça, Moi, je pense... Non. Parce qu'il ne sait pas l'histoire du comte Palmieri. J'ai bien... Mais il s'en fout du comte de Palmieri. Il sait qu'il vient de lui dire il n'a jamais fait de grâce. Il n'y a pas à parler de Palmieri. Ce qui est intéressant là, c'est que justement, nous, on s'en rend compte en tant que public qu'il est en train de mentir et qu'elle ne s'en rend pas compte puisqu'il lui dit comme Palmieri. Oui, simulata. Tu as Mais bien pas à lui, compris. mais pas Tu à as lui. bien compris. Il lui À dit. Spoletta. Voilà, il lui dit tu as bien compris. Oui. Simulata. Comme Palmieri. Il sait très Il sait bien très bien qu'ils qu'elle est l'ont- pas... ils- Mais voilà. Tosca ne le sait pas. Donc Voilà. c'est gros comme une maison. Hein. Nous, on le voit, le public. La seule qui s'en rend pas compte, c'est la pauvre Tosca. C'est la pauvre Tosca. C'est qui est, encore une fois, je le dis, vous savez, la Tosca, elle a été élevée dans un couvent. Ensuite, elle a été amenée dans ce monde du théâtre, de l'opéra et tout ça, les cantatrices. Elle n'a rien vécu. Elle ne sait pas exactement. Elle ne sait pas la perfidie de ces gens, de ces hommes-là. Et donc, elle y croit. Et même quand elle vient à la cantata, c'est pareil. Elle croit qu'elle vient pour la reine, etc. etc. Et d'ailleurs, elle le dit au début, dans l'église, quand elle arrive. Pourquoi elle revient au début dans l'église? Oui. Pourquoi? Je ne sais plus, allez-y. Vous avez l'exemple, donc citez-le. Attendez, non, mais on n'a je sais- pas bien travaillé. Je ne sais plus précisément au moment de... Quand elle revient dans l'église au début, Elle vient dire justement à Mario Oui, qu'elle ne stasera pourra è pas être spettacolo- là ce soir sta- puisqu'elle doit chanter pour la reine. Stasera è spettacolo breve. Voilà. Canterò per la reine. Oui, ça oui, elle lui tout à- dit avant, mais Oui. ensuite elle revient et elle lui dit voilà que on ne pourra pas faire des folies tous les deux Ouais. chez toi parce que je suis convié chez la reine. Exact. Voilà. exact. Et elle revient pour ça. Mm. Vous voyez? Oui, oui, non, mais- Ah là là, les petits Ah, détails. bah non, mais on se fait Mais tous bravo des monsieur, détails. bravo. Une autre question? Voilà, c'était pas une question. Bonsoir. Bonsoir. Alors donc moi j'ai une question pour Roberto. Je suis moi-même étudiant en chant et je me demandais quand on aborde un rôle comme Cavaradossi pour la première fois, comment on fait en fait pour intégrer toute cette personnalité, parce que déjà forcément il y a l'étude de la partition. Bon là j'imagine que ça doit remonter un petit peu quand même, mais qu'on y revient toujours. Et je me disais comment en fait on fait entrer le personnage dans sa propre psychologie pour donner quelque chose de vraiment sincère sur scène et qui ne soit pas juste des gestes techniques. Voilà. Moi, je n'essaie jamais de composer un personnage. J'essaie d'être moi, Roberto, dans la situation, dans la peau du personnage. Je me dis, voilà, qu'est-ce que je ferais, moi, comment je réagirais dans cette situation? Et à ce moment-là, ça devient vrai, puisque je suis dans la situation du personnage. Donc, je n'ai pas besoin de m'inventer quelque chose, de me dire, voilà, je vais créer un personnage, je vais composer un personnage. Non, j'essaie d'être dans la même situation. Comment je réagirais dans une telle situation? Voilà, c'est ce travail-là que je fais dans tout ce que j'ai interprété jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que c'est une bonne méthode pour moi, parce que j'ai réussi quand même à chaque fois à être crédible dans tous les personnages. Après, par exemple, si vous êtes un étudiant, il faut faire attention avec ces rôles, parce qu'on appelle ça des casse-voix. Tout ce qui est vériste comme ça. Pourquoi? Parce que dans le deuxième acte, c'est très violent, vocalement. Les cris dehors, etc. Et donc, quand on est jeune, on est un peu exubérant, on veut se laisser aller comme ça, et on risque des fois de l'aphonie à cause de ces cris. C'est comme dans Pagliacci, le début, grazie, grazie, vorrei, avec tous ces tonitruants, l'orchestre, les chœurs. On peut se casser la voix juste avec une phrase. Donc voilà, la difficulté de ces œuvres-là. Mais quand on aime ça et qu'on est sincère et qu'on est généreux et qu'on y croit vraiment, eh ben, on peut faire des miracles. Merci. Ah, oh là là. Tenez, ouvrez un micro. Bonsoir. Donc cette Bonsoir. question s'adresse à la fois au maestro et au ténor. Vous êtes tellement passionnés l'un et l'autre de musique que vous avez décidé
de faire carrière dedans. Vous vivez intensément la musique. Comment vous faites pour ne pas vous laisser submerger par les émotions? Moi, je me laisse aller. Il m'est arrivé de pleurer sur scène. Vraiment. Parce que un accord me bouleverse, une situation, un mot me touche. Mais je crois que le public aussi. Il y a un moment, des fois, on a la chair de poule. On ne sait pas pourquoi. C'est une vibration, c'est quelque chose. Je me souviens dans la rondine. Pourtant, la rondine, voilà, on ne sait pas une histoire où il y a des morts, etc. Mais il y avait un passage harmonique, une note qui arrive à un certain moment, un accord de Puccini qui me fait pleurer à chaque fois. Et je l'ai trouvé ça, par exemple, dans Gluck aussi, quand j'ai fait Orphée et Eurydice. Il y avait un passage qui est pourtant la fin heureuse, qui devrait normalement être joyeux. Et mon frère donc a repris cette fin heureuse et il l'a adapté pour chœur. Il l'a réécrit pour chœur et on l'a utilisé au début pour montrer l'accident. Et cette musique qui était Tendre amour, ben moi me bouleversait. Et j'avais des vraies larmes qui coulaient à cause ou grâce à la musique. Donc des fois, il ne faut pas se retenir. C'est ça qui est magnifique dans la musique, c'est qu'on se laisse aller et on reçoit ça comme... je ne sais pas, moi je trouve que c'est une bénédiction parce qu'on peut se laisser aller aux sentiments et il n'y a rien de plus beau de se laisser aller. Okay, I can also say the same, that sometimes, no, let's say when during the conducting, sometimes you really feel like the peace and the emotions which you are feeling during the conducting are even more realistic than real life. I don't know how to say, because we are blessing to have our arts, and in our arts we can change, we can live different lives, different destinies. For example, when I am interpreting Tosca, during conducting Tosca, I have to live and feel character of everybody. I have emotionally be inside of Cavaradossi, Tosca, but also Scarpia. Otherwise, my music, which I am doing together with the orchestra, it will be not believable, will be not strong enough. And you are having also as conductor strong catharsis in conducting such a pieces. And I can also say one episode from my life. When I started to learn conducting, it was a time where everybody was very skeptical about female conductors. And it was also no example. Now you can find a lot of different beautiful, great women, female conductors around the world, but 20 years ago when I started, everybody was so skeptical. For what you are doing this, you will never get, you will conduct maximal children choir or school ensemble or something like this. But my dream was to become an opera conductor and especially to conduct Puccini. And after I had the chance, and my debut was with Madama Butterfly. And when I conducted to the end of this piece, I was so overwhelmed that I was not able to come to stage to have applause. I was just crying because the moment to finish this opera and that it was happened to me and that I was inside of the pit and you are surrounded by all the sound, great voices, chorus, orchestra, and you interpreted, you conducted, performed all this piece. It was an unforgettable moment for me of my life, and I think it's just incredible that we, in our generation, can have this art, like opera art, and we are responsible to bring this also art for our future generation. So I'm also very happy to see in the audience today so many young people, because it's so great to continue to develop this art also for the future, because it's really timeless. Thank you.
Évidemment, il y a aussi cette importance de l'émotion dans le travail de la direction d'orchestre, dans mon travail de chef d'orchestre. Et d'une certaine manière, lorsque je dirige un orchestre, je ressens les émotions à travers un certain mouvement, à travers une certaine phrase, d'une façon qui est presque plus vraie, plus réaliste que la vie en dehors de l'art. Et ce que j'apprécie justement avec le fait d'être une artiste, c'est qu'en tant qu'artiste, on a accès à plusieurs vies, plusieurs destins. Et notamment dans mon travail de direction dans Tosca, il est nécessaire d'avoir ce lien émotionnel avec tous les personnages. Même Scarpia, qui est un personnage plus négatif, il faut que je ressente les choses, ses émotions, et que je m'identifie avec lui d'une certaine manière. Évidemment, il faut aussi que j'ai ce lien très fort avec l'orchestre. Et selon moi, la musique a vraiment une fonction qui est très cathartique. Ce qui me rappelle une anecdote, lorsque j'ai commencé mon travail de chef d'orchestre, l'ambiance dans le milieu était plutôt sceptique. Personne ne pensait qu'une femme pouvait être chef d'orchestre. Alors maintenant, c'est un petit peu différent. Il y a beaucoup de femmes très talentueuses, très belles, qui ont énormément de succès. Mais à l'époque, on avait tendance à me dire, bon, tu ne dirigeras qu'une chorale d'enfants ou alors un orchestre scolaire. Mais mon rêve, c'était vraiment l'opéra, c'était vraiment Puccini. Et j'ai eu la chance de commencer avec Madame Butterfly. Et c'était un moment tellement émouvant que lorsque le rideau est tombé, j'étais trop submergée par l'émotion pour venir sur scène pour les saluts. Et je restais là dans la fosse et je me sentais entourée de toutes ces voix fabuleuses, de la puissance du chœur, de l'orchestre. Et l'émotion était vraiment très forte. Et c'était un moment qui était absolument inoubliable, particulièrement incroyable. C'est pourquoi maintenant, j'ai vraiment ce sentiment qu'en tant que femme de ma génération, j'ai une responsabilité vis-à-vis des plus jeunes, des générations futures. C'est pourquoi je suis vraiment ravie qu'il y ait tant de jeunes personnes dans le public. Et j'ai vraiment à cœur de rendre l'opéra intemporel en le partageant avec les générations futures. Vous savez, ce qui est aussi formidable, parce que j'ai réussi à en faire l'expérience, c'est le fait de diriger l'orchestre, c'est une sensation incroyable. Parce qu'on a l'impression qu'on fait un petit geste comme ça et il y a une sonorité qui s'élève. Et tout ça, c'est raccordé à votre bras. La sensation est vraiment magnifique. Nous, en chantant, on n'a pas cette sensation-là. Mais en dirigeant, alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu cette sensation-là. Je faisais un disque et on avait 4 jours pour enregistrer le disque, c'est-à-dire 4 séances. Donc on était très très pressés et je devais enregistrer 20 titres. C'est énorme. Et le chef avec qui je faisais ce disque, le pauvre, avait des problèmes de prostate. Et donc, toutes les 2 minutes, il devait aller filer aux toilettes et il nous laissait en plan. Et je me suis dit, on ne va jamais finir. Alors, à chaque fois qu'il partait, je prenais la baguette et c'est moi qui dirigeais. Et la sensation était extraordinaire parce que vraiment, on a l'impression que c'est pas comme un jeu vidéo, vous savez, ou une télécommande voilà, qui obéit. Non, là, c'est humain. Il y a quelque chose que la technologie ne pourra jamais reproduire. Et cette sensation-là, vraiment, moi, je les envie quand je les vois diriger parce que c'est vraiment quelque chose de surnaturel et en même temps de profondément humain. Merci beaucoup. On arrive au terme de cet entretien. Le prochain Toy 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 aura lieu en janvier. Alors pas en décembre parce qu'on a eu déjà 2 Toy 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 en novembre. Le prochain sera donc le 6 janvier 2026 sur Eugène Onegin avec Ralph Fiennes et Semyon Bychkov. Et je voudrais évidemment remercier nos invités ce soir. Je crois qu'on a eu une très belle preuve d'amour preuve d'amour dédiée à l'opéra. En fait, si on aime l'opéra, je crois que vous nous avez vraiment fait toucher du doigt. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'émotions, tellement de sincérité, tellement d'humain, finalement. Ça nous permet de le partager avec le public. Voilà. Donc merci aussi beaucoup à vous d'être fidèles.